C'est une question qui demanderait beaucoup de nuances et beaucoup d'approfondissement. Mais enfin, je pense qu'en allant à l'essentiel, on peut dire que d'abord, Oslo a suscité une formidable espérance dans certains segments, et de la société palestinienne, et de la société israélienne, mais aussi, bien sûr, dans le monde. Enfin, il y a eu quelques temps comme ça. Et il faut jamais oublier que Oslo, c'est 93, et donc nous sommes juste à la fin de la guerre froide, à un moment où on pensait que, disons, le droit international allait reprendre une place qu'il n'avait d'ailleurs jamais eue, mais enfin, on avait vraiment cet optimisme que je partageais à l'époque. Et puis, bien entendu, il y a des forces, aussi bien chez les uns que chez les autres, chez les Palestiniens comme chez les Israéliens, qui ne voulaient pas d'un tel processus, car ils avaient une conception, comment dirais-je, globale de l'approche du conflit, c'est-à-dire, en fait, s'agissant d'un conflit de territoire, allant du Jourdain à la Méditerranée, le Hamas voulait tout, et Netanyahou, qui a été à ce moment-là Premier ministre pendant plusieurs années, voulait aussi tout, c'est-à-dire faire en sorte qu'on colonise tout ce qui était palestinien. Donc au fond, il y avait ceux-là qui voulaient tout. Et le principe d'Oslo, c'était précisément que chacun ne prenait qu'une part, puisque le principe d'Oslo, c'était qu'à un moment ou à un autre, il fallait aller vers une solution à deux États, donc une séparation des sociétés et une division du territoire, une partition du territoire, un partage, le mot est plus élégant, partage du territoire, en plusieurs étapes. Donc ça, c'était l'idée. Alors maintenant, les facteurs, c'est assez simple, c'est que les forces dont je viens de parler, qui n'en voulaient pas, au fond, étaient assez puissantes dans un cas comme dans l'autre. Si on prend le côté israélien, la droite et l'extrême droite israélienne étaient vraiment très violentes à l'égard des responsables d'Oslo du côté israélien, c'est-à-dire de Rabin et de Pérez. Mais quand on dit violence, ce n'est pas simplement une violence verbale, c'était une violence physique qui a été jusqu'à l'assassinat en novembre 1995 d'Yitzhak Rabin par un extrémiste israélien qui a clairement dit que par l'assassinat, il voulait en fait tuer le processus d'Oslo. Donc il y avait ça, ces forces-là qui étaient puissantes qui ont continué. Netanyahou est arrivé au pouvoir entre 96 et 99 et a tout fait pour déstabiliser, à ce moment-là sans succès, mais tout de même sur le long terme. Ça c'est du côté israélien. Et du côté palestinien, c'est l'OLP qui voulait ce processus, c'est l'OLP qui a signé les accords d'Oslo avec Arafat comme acteur majeur face à Rabin, et le Hamas, dont on parle tant aujourd'hui, eh bien, était absolument contre et a tout fait. Et quand je dis tout, là aussi, c'est une violence physique. Et il a entrepris des attentats. Alors, ça serait compliqué à expliquer parce que c'est pas simplement des attentats, c'est aussi en réponse à un certain nombre de dispositions que certains Israéliens avaient prises. Mais bon, globalement, ils ont commis des attentats au moment même où on était en train d'espérer la paix. Et chez les Israéliens, en 1993-94, face à ces attentats, j'étais sur place et j'ai vu ces attentats en pleine ville qui ont fait des dizaines de morts, des attentats qui ont touché par exemple des bus ou des centres commerciaux israéliens. Donc ça a évidemment conduit à une sidération du côté israélien. Les gens disaient, mais enfin quoi, nous sommes dans un processus de paix et il y a ces attentats. Et donc ça a durci la population, enfin en tout cas un fragment de la population israélienne, ce qui fait qu'à un des moments clés, c'est-à-dire en 1996, nous sommes 3 ans après, il y a des élections, et ces élections sont gagnées, mais de justesse, par la droite, qui ne voulait pas de ces accords d'Oslo. Et la droite, incarnée par Netanyahou, quand je dis de justesse, ils ont gagné avec 1 point, 1%. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu imaginer, à l'inverse, que le camp de la paix l'emporte. Ça en est fallu vraiment de quelques suffrages, sur 3 millions, 30 000, pour donner un chiffre très précis. Donc voilà les éléments. Et du côté international, il y avait encore à ce moment-là la volonté qu'on réussisse. Et donc les facteurs qui ont vraiment conduit à cet échec, ça a été vraiment la capacité de ces forces opposées à Oslo de l'emporter. Alors nous sommes en 93, en 95. Il y a eu un sursaut en 1999 et en 2000, où on a pensé à nouveau que le processus repartait avec quelque chose de réussir, mais ces forces-là étaient très présentes. Et il y a eu, en définitive, comment dirais-je, du côté palestinien, et à l'initiative, là encore, du Hamas, une volonté de
de prétendre établir un rapport de force. Et ça a été le début de la deuxième intifada à partir de septembre 2000. Et ça, cette deuxième intifada a été terrible. Ça a fait beaucoup de victimes chez les Israéliens, 1000 morts. Du côté palestinien, car la répression était terrible, il y a eu 4000 morts. Et il y a eu une vraie fracture à ce moment-là, entre 2000, 2001, 2002, ce qui a fait vraiment, qui a donné à la droite la plus dure, incarnée à ce moment-là, non plus par Netanyahou, mais par Ariel Sharon en 2001, le pouvoir. Et à ce moment-là, c'est déterminé. C'est-à-dire qu'il y a eu encore une chance de réussir ces accords jusqu'à la fin de l'année 2000, jusqu'au tout début, les premiers jours de 2001. En mars 2001, c'est l'élection de Sharon et c'est terminé. Et autrement dit, pour résumer votre question, ce sont les forces qui vraiment étaient hostiles par tous les moyens, y compris la violence la plus aveugle, qui finalement l'ont emporté, si je puis dire, c'est-à-dire en fait ont commis l'irréparable, qui ont conduit au désastre et au naufrage que finalement est advenu des accords d'Oslo. Si on prend depuis 93 à aujourd'hui, si on prend 93 jusqu'à la fin du processus, alors 93 à 2001, c'est la période d'Oslo. Et là, les opportunités, je viens de les évoquer, c'est-à-dire qu'on a failli y réussir à la fois avec les accords, enfin la discussion de Camp David à l'été 2000, sous l'égide de Bill Clinton. Ça n'a pas marché, mais ça aurait pu marcher. Et puis surtout, ça a continué à l'automne 2000, où là, il y a eu de vraies opportunités, de vrais paramètres nouveaux, posés notamment par Clinton, avec de vraies chances de réussite. Et puis, pour toute une série de raisons qui sont liées à ce que j'évoquais précédemment, en fait, tout ceci a fait naufrage. Les forces de violence qui n'en voulaient pas ont eu le dernier mot. Bon. Et à partir de là, ces opportunités, dans ce cadre du processus, ont été balayées, en quelque sorte, étouffées, écrasées. Ensuite, entre 2001-2002 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu quelques opportunités. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord la volonté des Nations Unies de faire quelque chose. Nous sommes en mars 2002. Il y a eu une résolution du Conseil de sécurité qui, pour la première fois, évoquait, je cite la résolution de mars 2002, qui était le Conseil de sécurité à la vision, belle formule, de deux États vivant côte à côte, Israël, Palestine. Mais pendant qu'il y avait cette discussion au Conseil de sécurité et l'adoption à l'unanimité de cette résolution qui ouvrait des perspectives politiques, sur le terrain, c'était la suite de la seconde intifada. Arafat était enfermé dans sa maison à Moukata à Ramallah, et sur le terrain, les faits accomplis par la droite israélienne conduisaient à ce qu'il ne voulait absolument pas entendre parler de l'esquisse du début d'un commencement d'un État palestinien. Et donc cette résolution importante, pourtant, a été lettre morte, même si elle a lancé pendant quelque temps, de manière assez illusoire, ce qu'on a appelé le quartet. Ensuite, il faut attendre l'arrivée d'Obama et les navettes de John Kerry en 2010-2011, qui ont relancé un peu l'espoir. Et puis, mais ça a toujours buté sur les mêmes refus. En 2009, c'est Netanyahou. Netanyahou ne veut pas d'État palestinien. Donc il a été forcé à des négociations, mais qui n'en étaient pas vraiment. C'était des échanges de vues avec les Américains, des échanges de vues avec Mahmoud Abbas, mais tout ça ne fonctionnait pas. Le seul moment, peut-être, on peut parler d'une opportunité pour répondre à votre question, c'est une négociation bilatérale qui aujourd'hui est un peu oubliée, entre le Premier ministre de l'époque, Likoud pourtant, qui était Ehud Olmert, et Mahmoud Abbas. Nous sommes en 2008, Arafat est mort en 2004. Et donc là, cette négociation, elle a été assez loin, dans l'idée justement de reprendre et poursuivre Oslo, avec la possibilité de deux États. Le problème, c'est que c'est toujours un peu la même chose en politique. Ne peuvent réussir que les hommes politiques, les hommes d'État, qui ont un capital politique fort, et donc une légitimité forte. Abbas, on peut discuter de sa légitimité. Il venait d'être élu quelque temps plus tôt, en 2005. Il succédait à Arafat à la tête de l'autorité palestinienne. Mais Olmert, lui, était très fragile pour différentes raisons, et en particulier parce qu'au Likoud, on n'était pas forcément sur sa ligne, et en particulier, on revient toujours au même, à Netanyahou, qui a tout fait pour le déstabiliser, comme en plus il avait quelques ennuis judiciaires. Olmert, il a été écarté. Et est arrivé à ce moment-là, en 2009, Netanyahou, et on peut dire qu'à partir de là, c'est terminé. Même les navettes de Kerry qui vont avoir lieu un peu plus tard
vont se heurter toujours à cette volonté farouche. Il n'y aura pas État palestinien. Nous sommes en 2024 et qu'est-ce que vient de dire Netanyahou, qui est encore aujourd'hui au pouvoir? Eh bien, il vient de répéter qu'en aucun cas il n'y aura l'État palestinien. Donc voilà, on est sur une ligne. Et quel est son adversaire mortifère? Celui que j'évoquais dans les années de Oslo, c'est-à-dire 93, 95, c'était le Hamas, c'est-à-dire qu'une espèce de complicité objective pour organiser une sorte de désastre mortifère dans lequel aujourd'hui nous sommes. Il y en a un que j'aime bien parce qu'il est... Mais bon, ça s'appelle La défaite du vainqueur, qui est paru aux éditions Actes Sud en 2017, et puis on a fait un atlas du Moyen-Orient cette année en 2020, enfin cette année 2023. Voilà. Sinon, il y a un livre d'Alain Grèche qui s'appelle De quoi la Palestine est-elle le nom, qui est une très bonne synthèse aussi. Il y a un livre qui a été traduit en français, alors qui redonne l'histoire, et je pense que avoir un peu l'histoire de tout ça, ça s'appelle, c'est James Barr, B-A-2-R, en anglais c'est Line in the Sand, donc ils l'ont traduit comme ça, une ligne dans le désert, et je pense que c'est un livre très intéressant parce que il revient aux sources, c'est-à-dire le partage du Moyen-Orient, le sort de la Palestine dès les années 1920, qui donne au fond ce qui s'est passé en 1920, c'est un siècle plus tard, explique ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, sinon après il y en a beaucoup d'autres. Voilà, oui, oui. James Barr, oui, c'est intéressant.